Bonsoir à tous les trois. Julia Kristeva, bonsoir madame. Vous êtes psychanalyste, écrivaine. Dernièrement, en mars 2013, pour être précise, Pulsion du temps aux éditions Fayard. Et vous êtes citoyenne européenne. On va en parler avec vous dans un instant. À côté de vous, Luc Dardenne, bonsoir. Vous êtes cinéaste, 2 fois Palme d'Or au Festival de Cannes, notamment avec Rosetta. Et à côté de vous, Frédéric Martel, vous êtes chercheur, journaliste et vous aviez publié un essai sur la culture mainstream qui avait fait énormément de bruit. On y reviendra sans doute dans ce débat autour de l'Europe. Mais d'abord, une question en 28 secondes. Oui, Nadia. je vous la lis, la voici. De quoi parle-t-on quand on emploie le terme de culture européenne? Frédéric Martel, est-ce qu'on peut parler de culture européenne ou est-ce qu'au contraire, il y a 28 cultures qui coexistent? Il y a d'abord 28 cultures qui coexistent, c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, c'est plutôt notre force, cette diversité. Le problème vient aussi du fait que chaque pays, qui a une histoire très longue, riche, a aussi son approche, sa manière de concevoir la culture. Et que du coup, quand ces acteurs, par exemple les ministres, les gouvernements, mais aussi tout ça mêlé à la Commission, au Parlement, etc., eh bien, c'est difficile de trouver des conceptions qui se rapprochent. Quand on parle d'exception culturelle en France, on défend ça. Mais au niveau européen, c'est très difficile à défendre. Quand on parle de diversité, on n'emploie pas forcément les mêmes mots. Donc toute la difficulté est d'arriver à trouver, à créer une politique commune avec des conceptions, des histoires qui sont très différentes. Julia Kristeva, vous le dites à un moment donné à propos de vous dans cet ouvrage, je suis une citoyenne européenne de nationalité française, d'origine bulgare et américaine d'adoption. Comment, à partir de ça, on fait un citoyen européen ou un acteur européen de la culture? Êtes-vous homo europeus, en un mot? Oui, j'espère. Et je crois qu'en effet, la culture européenne, c'est d'abord la diversité des cultures nationales. Et je pense que c'est un grand moment de l'histoire contemporaine qui nous invite à repenser les cultures nationales. Nous avons souvent commis d'imperceptibles impolitesses vis-à-vis des nations. C'était Giraudoux. Voilà, Ouais. c'est Giraudoux, et parfois plus. Et nous rendons compte que la culture nationale est véritablement un gisement pour le désir de politique. Et pour le désir de politique européen aussi, à condition de pouvoir à la fois ressusciter ces cultures, les réincarner, les habiter et les mettre en question, les interroger pour créer des passerelles, comme disait tout à l'heure mon collègue. Mais à part cela, à part cette diversité de cultures nationales, l'Europe, me semble-t-il, a une unité. Il y a un patrimoine européen Il y a un culturel. patrimoine, absolument. Et chacun, je crois, d'entre nous est sollicité. Les intellectuels, nous avons une grande tâche d'essayer de trouver cette communauté culturelle européenne. Avec ma connaissance, vous l'avez dit, de psychanalyste, d'écrivaine, j'en trouve au moins 2 ou 3 que je vais simplement énoncer. D'abord, nous sommes le seul espace politique aujourd'hui où l'identité n'est pas un culte, mais une mise en question. Qui suis-je européen? Et un grand point d'interrogation, et ça peut être une très grande faiblesse. On coupe les cheveux en 4 et on rentre dans une fragilité insurmontable, même dans un doute de soi. Mais c'est un questionnement dont le monde a besoin. Attendez, j'aurais demandé justement sur ce questionnement l'avis de Luc Dardenne. Oui, je pense aussi que la culture européenne, si on a une, c'est celle de la diversité, de la pluralité. Mais a-t-elle une mission, cette culture? Est-ce Bien qu'elle a sûr. une mission? Elle est investie d'une mission importante à l'ère de la mondialisation et je du crois. repli sur soi. Justement, par rapport à ça, elle a une vraie mission. Et au niveau du cinéma, puisque je suis un peu là pour parler du cinéma, je pense que cette diversité culturelle est très importante et qu'un film qui se tourne en Finlande n'est pas un film... Parce que la langue est différente, parce que les paysages, les corps, les manières de bouger, les arbres, il y a beaucoup de choses, le ciel, la lumière, énormément de choses qui ne sont pas un ancrage qui clôture, qui enferme. Parce que, comme l'a dit Mme Kristeva, c'est des identités ouvertes, questionnantes et questionnées. Donc, je pense que c'est nécessaire d'avoir cette diversité-là, mais je ne serais pas pessimiste quant à dire qu'elles ne peuvent pas communiquer ou échanger. Je pense que oui. Notre sort a été la pluralité. C'est vrai qu'on a pas mal de massacres dans notre histoire et de génocides, mais toujours est-il que notre mission, notre fiction, si je puis dire, reste quand même d'essayer d'unifier la diversité sans supprimer cette diversité. Joli. Vincent. Frédéric Martel, vous avez dans Mainstream précisément essayé de faire la photographie de la mondialisation et des influences culturelles. Si on regarde précisément la place de l'Europe aujourd'hui, vous diriez que dans son jeu d'influence, de rapport de force aussi entre différents modèles culturels, la place de l'Europe décline, progresse? Comment on pourrait la définir? C'est toujours un verre à moitié vide et à moitié plein. C'est l'Europe toujours culturelle. Ni bien ni mauvais. C'est-à-dire que concrètement, à 28, on existe.
on a un poids conséquent, notamment en Europe d'abord, où la culture européenne par pays reste très forte. Cependant, il est vrai que... Elle rayonne aussi par des œuvres, par des œuvres, films, des etc. livres, par des beaucoup de spectacles, choses, des valeurs aussi, des valeurs. ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire l'influence, non pas par la force, mais au contraire par des produits culturels, par des services, par des idées et des valeurs. Et en même temps, comme ces valeurs ne sont pas unies, comme nous n'avons pas ce poids à 28, eh bien on pèse pas beaucoup à l'échelle du monde, surtout par rapport d'abord aux Américains. Et là, je parle de quantitatif, et c'est tout à fait une erreur souvent. Il faut aussi parler de qualité. Et au niveau qualité, les frères Dardenne, pour le coup, sont un bon exemple de ce que peut être la qualité. Mais quantitativement, quand on en vient aux chiffres, il n'y a pas que ça qui compte, mais ça compte aussi. Eh bien, malheureusement, on s'aperçoit qu'on est très peu présent notamment à l'échelle du monde, surtout dans le cinéma, dans le jeu vidéo. C'est moins vrai, et heureusement, je dirais, dans le livre et dans le spectacle vivant, par exemple. Vous vouliez rebondir, Julia Kristeva, Oui, sur ce je pense commentaire. que monsieur a raison en ce qui concerne les chiffres. Probablement, et on le voit au niveau du cinéma, au niveau du numérique, l'Europe ne pèse pas lourd. Mais je pense que... On parlait tout à l'heure de l'état du monde. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une crise existentielle. Et par rapport à ça, la crise européenne me paraît être en avance. Pourquoi ? Nous avons une réflexion sur ce qu'est la vie intime, sur ce qu'est la vie religieuse. Je vais en Chine et vous dites en effet, on ne vend pas peut-être beaucoup de cinéma et beaucoup de théâtre, etc. Mais le directeur de la Polytechnique me dit, je crée un Institute for Advanced European Studies avec des intellectuels Un institut français. pour les études européennes avancées, donc. Voilà, traduit. pourquoi ? Je dis, mais pourquoi ? Parce que vous ne faites qu'agencer les pièces de l'Airbus. Pourquoi les ingénieurs ont besoin de cela ? Parce qu'il me dit, parce qu'ils rencontrent des crises personnelles ou sociales, et pour cela, il faut qu'ils savent qui ils sont et avec qui ils parlent. Et c'est votre philosophie qui leur ouvre les Vos yeux. penseurs européens, vos intellectuels, Voilà, vos artistes voilà. européens Donc, qui leur ouvrent les yeux. ça se vend peut-être pas cher, mais ça se Mais vend. c'est inestimable, et c'est- Frédéric Martel. C'est une valeur C'est qui n'est une pas valeur monétaire. inestimable. C'est du soft Voilà. power. Vous avez des chiffres Vincent Giré, vous Oui, avez alors des on peut chiffres donner quelques chiffres. Il y a en Europe 8,5 millions de personnes qui travaillent dans le domaine de la culture, 670 000 emplois en France, c'est tout à fait colossal. Mais on sent bien les acteurs industriels du monde de la culture sont souvent américains, étrangers. Et on a du mal, nous, à voir aussi des diffuseurs, une machinerie culturelle en quelque sorte, à la hauteur de ce que font par exemple les Américains. Oui, c'est vrai, mais moi je pense qu'il ne faut pas voir simplement une culture de prestige, une culture de grands noms, de vedettes, etc., pour voir l'unification européenne. Je pense que, par exemple, la mise en place d'un système de sécurité sociale européen, qui est très lié aux valeurs dont vous parlez, c'est-à-dire les valeurs de sollicitude, d'entraide, de solidarité. de solidarité. Partage. Voilà, il y a des mathématiciens qui, au niveau européen, réfléchissent aujourd'hui à des algorithmes qui vont permettre d'unifier toute la sécurité sociale européenne. C'est très important. Ça, c'est une vraie incarnation des valeurs d'égalité, de fraternité. Frédéric Martel, sur la question de Vincent Giré. Oui, il y a un problème après de puissance et d'industrie. Il y a la politique culturelle d'un côté, on est assez bon. Il y a une politique Globalement. culturelle européenne. Voilà, Il y a un projet un tout culturel petit européen. pourcent, Oui, c'est très rudimentaire, très limité. Mais il y a une grande politique culturelle européenne si on additionne 28 politiques qui sont également très différentes. Parfois c'est l'État, parfois c'est plus indirect, c'est la philanthropie, etc. Les modèles sont multiples. Oui, les modèles sont variés. La réalité, c'est qu'effectivement, on a de puissantes industries dans chaque pays. On a peu d'industries qui sont capables d'unir, je dirais, cette Europe, à la différence, bien sûr, des Américains ou même, pour une part, des Chinois, des Brésiliens, Pourquoi etc. précisément ? Parce qu'on a des politiques différentes ou à Pourquoi ? cause d'autres Parce choses ? qu'un studio français reste d'abord un studio français, fait des films français pour les Français. Il y a des exceptions. Hein. Alors oui, d'autres Dardenne va en parler. peuvent montrer que... Et surtout, le numérique, on va y venir sans doute, le numérique a tendance je dirais, à décupler ces effets de masse critique et qui ne sont pas forcément en notre faveur. Mais Luc Dardenne, vous avez gagné un combat avec des cinéastes européens, des cinéastes italiens, des cinéastes français, puisque vous êtes belge, des cinéastes allemands. C'était il y a un an, très Oui, important. les cinéastes européens ont fait accepter l'exception culturelle, c'est-à-dire Qui est un concept concernant américain. concernant le numérique, parce que La diversité culturelle. La Pas l'exception diversité, pas culturelle. l'exception. Ouais, absolument. c'est sûr que le commissaire, M. de Gucht, doit accepter de ne pas négocier les œuvres d'art. On n'est pas le bien cinéma. sûr qu'il l'accepte. Non, il ne l'accepte pas, mais il est obligé de Ce n'est l'accepter. pas une marchandise comme les autres, Non. a priori. Mais
Voilà. Il est obligé quand même de respecter notre avis, et surtout l'avis du président français qui a mis son droit de veto, qui a utilisé son droit de veto. Mais je pense effectivement que c'est un vrai combat et que les œuvres d'art ne sont pas des marchandises comme les autres. Et que c'est au niveau de l'audiovisuel qu'il faut se battre parce que c'est là que, et de la musique aussi, même si c'est différent, mais c'est là que tout se passe. Parce que c'est les produits, comme ils appellent ça des produits où la rentabilité est la plus grande. Donc c'est là qu'ils veulent vraiment porter... disons porter le fer de lance, c'est-à-dire que pour nous, ça va être compliqué parce qu'il y a Netflix qui arrive, il y a toutes ces choses qui arrivent. On va en parler. Alors Netflix, le feuilleton Netflix, expliquez. Netflix va-t-il arriver en France? En tout cas, il voudrait. On sait que c'est un phénomène aux États-Unis, donc c'est une plateforme de vidéos à la demande sur abonnement. Ne voyez pas que la France, c'est l'Europe. Hein. Il est déjà. Ils songent en tout cas à la France. Le problème, c'est qu'on ne leur facilite pas beaucoup la tâche à cause des règles françaises et notamment à cause de la chronologie des médias. Concrètement, par exemple, aux États-Unis, je peux voir un film sur Netflix 4 mois après sa sortie. Non. Ah si. Non. Ah ben, bien sûr que si. Netflix, c'est 3 ans après, y compris aux États-Unis, dans tous les cas de figure. Ah ben non. Ah non, je suis certaine de ça. Par contre, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir très, très exceptionnellement une négociation, mais qui ne sera jamais à 4 mois, qui sera à 2 ans en général. Non, Par contre, Netflix sort ses propres productions. Ça va changer. Effectivement, sur Internet. Un catalogue de 100 000 et effectivement, ils produisent des séries comme ça. Comme Netflix respecte la chronologie des médias aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça qu'en réalité, le problème n'existe pas vraiment en France. En France, c'est 3 ans. Aux États-Unis, c'est... Non, je vous assure que c'est 3 ans aux États-Unis. Bon, alors ça va se régler avec en Toujours coulisses. est-il qu'en France, effectivement, on doit attendre 36 mois, donc 3 ans. Donc si aujourd'hui, il y avait un Netflix en France, je pourrais voir uniquement un film qui est sorti il y a 3 ans en France. Comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis, visiblement. Je suis pas sûre, faudra vérifier. En revanche, le problème ne se pose pas sur ça. Netflix, c'est donc tout simplement un abonnement par Internet illimité. Vous avez un catalogue immense, vous pouvez voir ce que vous voulez dedans. Et surtout des séries télévisées. Ce qui est d'ailleurs positif parce que ça permet d'avoir une offre légale de séries télévisées qui n'existe pas en France. Donc là, il y a un point positif. Le point négatif, c'est qu'en France, généralement, quand vous diffusez des films, eh bien, vous contribuez au financement. Et c'est là où, effectivement, le bas blesse avec l'arrivée éventuellement de Netflix en France, c'est qu'ils pourraient ils ne voudraient pas sans doute financer ces créations, sauf les leurs. C'est le cas de House of Cards ou de Orange is the New Black ou de séries de ce type. Donc Netflix pose un problème, mais en réalité offre aussi des solutions. Et c'est d'ailleurs pour ça que le système américain, qui n'est pas si fou que ça, a très bien toléré Netflix, après l'avoir refusé et s'en est méfié, parce qu'en fait, ça a ouvert une fenêtre supplémentaire, donc des revenus supplémentaires. Et est-ce que notre système à nous, est-ce qu'on va s'adapter à Netflix pour les faire venir? Je pense qu'il faut que ce soit Netflix qui s'adapte. Luc Dardenne. Je pense qu'ils vont devoir respecter d'une certaine façon le droit d'auteur et le droit des producteurs. Ils peuvent aller ailleurs. Ils ne peuvent pas imposer le copyright. Non, ils ne veulent pas aller ailleurs. Je pense qu'ils veulent venir en Europe et dans toute l'Europe. Mais ils vont d'abord s'établir dans les territoires nationaux et ensuite, à mon avis... Revenons à l'Europe hors Netflix. Alors, Vincent, Madame Kousseva, vous aviez parlé des États-Unis tout à l'heure. Si on pense à la Grande Dépression, on a vu que Roosevelt avait mobilisé les artistes précisément pour essayer de créer, de générer de la solidarité entre les Américains dans une période de très grand désarroi et de très grande crise. Alors, on ne vit pas la Grande Dépression en Europe, n'exagérons rien, mais enfin, il y a une crise quand même sociale profonde. Pourquoi, finalement, on ne joue pas davantage du levier de la culture? Pourquoi ça n'est pas incarné? Est-ce qu'il n'y a pas là un manque politique crucial? Monsieur, vous prêchez une convaincue. Moi, je suis persuadée que l'Europe, évidemment, elle est larguée dans cette dimension dont on vient de parler, commerciale, mondialisée, etc. Non, mais même au niveau des industries culturelles, on aura du mal à être les premiers. Il y a un décalage. Voilà, il y a un décalage. Et en vous écoutant parler, je dis, mais est-ce que c'est ça, la culture? Bien sûr, elle fait peut-être 80%, 90%. Mais il y a une culture dont on ne tient pas compte et qui est celle qu'il faut réveiller et que l'Europe possède. Quand je vois le multilinguisme de nos étudiants, ce sont des nouveaux personnages du monde entier. Des étudiants élevés par Erasmus, et qui parlent 4 langues, 5 langues, qui ont une subtilité mentale qui s'adapte aux différentes cultures, qui peut faire ces passerelles entre les cultures et qui est un vivier extraordinaire. Quand on voit... Ça produit quelque chose, ça, certainement. Ça produit quelque chose. Le fait que de plus en plus de jeunes vont se former, vont passer une, deux, trois années... Une révolution sexuelle. L'espagnol parle l'anglais, parle le suédois,
apprend le chinois, le russe, etc. Il y a une manière de penser. Mais combien de gens il faut déployer. Il faudrait déplier plus, ça. mais Ça reste ultra minoritaire. c'est très minoritaire. Et c'est que mais le la problème, réalité- c'est de rendre ça plus public. Il y a ça. Il y a aussi notre rapport. Nous savons qu'on est dans une crise entre les religions. On a parlé beaucoup d'heures des religions. L'Europe est le seul endroit où on peut se faire rencontrer différentes religions et penser ces religions non pas comme un souk, comme une espèce de marché free market de toutes les religions, mais comme un lieu où on peut interroger les dogmes religieux. Tout ça est une grande richesse et c'est une grande responsabilité des intellectuels de ne pas investir ce champ. En même et temps, des alors, il y a politiques. une responsabilité des intellectuels. Vous Et alliez des parler des politiques. politiques. Quand on voit dans une période de crise, les premiers budgets, on pense à l'Espagne ou à la C'est Grèce. coupé, les premiers. moins Ce sont les 30, moins budgets 50%, culturels qui sont ce sont ces écornés. budgets-là qui sont Pourquoi les sacrifiés. politiques n'entendent pas ça? Quand nous sommes peu nombreux, mais nous existons à Bermas, en Allemagne, moi ici, Umberto Eco, Bernard-Henri Lévy, on essaye de réveiller ce désir de culture qui est notre atout. Parce que je pense que les politiques vivent dans une temporalité qui est assez courte, qui est la temporalité d'un mandat, et il nous faut ouvrir la mémoire culturelle. Luc Dardenne, est-ce que la culture européenne est aussi un humanisme? Et là, je reviens à ma marotte de début, qui n'est pas seulement une marotte. Au vu de la montée des populismes et de la tentation du repli sur soi, est-ce que la culture européenne, depuis des siècles, qui était l'idée d'une agilité et d'une mobilité intellectuelle et géographique, n'est pas un humanisme de ce point de vue-là? Je pense que c'est un humanisme, en tous les cas en devenir. Mais le plurilinguisme dont parle Mme Kristeva, la profondeur spirituelle à laquelle elle fait référence, je pense qu'elle est aussi, elle peut être dans les œuvres, dans ces films, ces livres dont nous parlons et qui sont plus liés à l'industrie, c'est vrai. Mais je pense que justement, l'industrie européenne, l'industrie audiovisuelle, l'industrie du cinéma, est quand même liée à cette mémoire dont vous parlez, à ce patrimoine. Et c'est ça qui est, je pense aussi, je dirais, notre chance. Et je pense, pour revenir à Netflix, je pense qu'ils vont devoir comprendre que la notion d'auteur n'est pas une notion qui veut s'opposer à leur logique. Elle s'y oppose, mais ce n'est pas pour ça qu'on défend les auteurs. On défend la pensée, on défend l'individu, on défend le roman, le récit cinématographique, on défend les récits où on s'intéresse à l'individu, aux détails, aux petites choses, aux singularités, voilà. Et c'est ça qu'ils doivent comprendre, et j'espère qu'ils le comprendront. Alors, sur un mode un peu plus léger et ludique, des jeux sans frontières qui ont été conçus pour fédérer, justement, d'une autre façon les Européens. À votre avis, qui a eu cette idée incroyable en 68? C'était le général de Gaulle. Les fameux jeux sans frontières télévisuels. Retour sur des madeleines cathodiques que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais on s'en souvient tous. Quand même, grâce au rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette, regardez, c'est énorme. Depuis 3 ans, toute la France se passionne pour un jeu qui oppose des villes, Interville. Le général de Gaulle, fan de l'émission, lance l'idée d'organiser un grand jeu entre les différents pays pour populariser la construction européenne. C'est la naissance de Jeux sans frontières. Le 26 mai 1965, les Français découvrent sur la première chaîne de l'ORTF ce nouveau programme. Pour la première édition, 4 pays s'affrontent, la France, l'Allemagne, la Belgique et l'Italie. À ma gauche, 6 Allemands. À ma droite, les Dacquois. Départagé par un jury forcément neutre, composé de Suisses. André Rosat, studio de Genève, guten Abend. Illo Hausener, studio Zurich, buonasera cari telespettatori. Sandra Sulzer, interprète. Et il faut bien le dire, de tout pour faire un monde. Et pour animer le jeu derrière le micro, l'incomparable Guy Lux. La vache arrivant avec une autre vedette, Camillo Felgen, le lion zitrone allemand. Bonjour, il est avec nous. Bonjour, ça va très bien. Les épreuves s'enchaînent. Dans une ambiance extra. Oh là là là, c'est une vache sauteuse. À la fin de la saison, un classement désigne le grand pays vainqueur. Le jeu sera diffusé durant 25 étés. Oui, énorme la séquence, Jeux sans frontières, mais vrai. Je vous propose d'accueillir notre homme du monde, Juan Gomez, alias Jean Gomez. Vous nous emmenez aux États-Unis ce soir, cher Juan Olaquetal. Très bien. Pour nous parler oui. du French bashing qu'exerce le très chic magazine Vanity Oui, alors c'est vrai Fair. que depuis maintenant 1 an, la presse multiplie les tribunes, critiquant l'évolution de notre pays. Mais désormais, c'est la culture française qui est prise pour cible. Le magazine Vanity Fair vient de publier un article intitulé en français dans le titre « Liberté, égalité, fatigué ». Et dans un élan de French bashing,
bashing. Son auteur, l'écrivain britannique A.A. Gill, affirme que la culture française s'est évaporée en une génération. On apprend en lisant cet article que la France aurait perdu son panache en matière de culture. Alors pour s'en convaincre, eh bien, l'auteur s'interroge sur l'absence de grandes personnalités artistiques. Donnez-moi, écrit-il, un peintre français vivant qui vaut le coup. Donnez-moi un grand musicien français et un écrivain, mis à part Michel Houellebecq, et de poursuivre. Quelle est la dernière fois où vous avez apprécié un film français contemporain? Et il interpelle encore le lecteur américain en lui demandant combien y a-t-il d'acteurs français qui comptent. Alors au passage quand même, l'article précise que notre plus grand acteur français est désormais citoyen russe et il vit d'ailleurs en Belgique. Hommage évidemment à Gérard Depardieu. Mais si on en croit donc cet article, aujourd'hui les artistes français seraient donc incapables de créer des œuvres dignes d'intérêt. Le journal Vanity Fair oublie quand même de citer des exemples bien précis, bien concrets de succès français aux États-Unis. Il y a 2 mois par exemple, Daft Punk a récolté 5 Grammy Awards, les prestigieuses récompenses américaines de la musique, dont le meilleur album de l'année. L'article ne cite pas non plus le film The Artist, pour lequel Jean Dujardin a été oscarisé en 2012. D'ailleurs, pour que le film obtienne cette statuette, eh bien, le film français a dû cacher ses origines, comme nous l'explique d'ailleurs ce critique de cinéma. Si, Elisabeth. Les gens ne sont pas forcément au courant qu'il s'agit d'une production française, car c'est un film muet qui a lieu à Hollywood et qui rend hommage à Hollywood. Ils ne l'ont pas mis en avant. Si le film avait été présenté comme un film français, il aurait été relégué dans la catégorie film étranger dans l'esprit du jury. Et ça aurait été la fin de l'histoire. Voilà, donc pour conquérir l'Amérique, The Artist a dû mettre en veilleuse sa nationalité, ce qui en dit peut-être plus long sur les préjugés des Américains que sur l'incompétence des Français. En tout cas, dans le domaine culturel, le French bashing est une vieille tradition américaine. Regardez déjà, en 2007, le magazine Time avait fait sa une sur la mort de la culture française. Aujourd'hui, Vanity Fair croit avoir trouvé la raison du problème. L'absence de talent français s'expliquerait, écoutez bien, par notre système politique. Il serait jugé trop rigide et pénaliserait ainsi toutes sortes d'innovations. Julia Kristeva, ce French bashing, c'est un jeu ou c'est véritablement un diagnostic juste du déclin de la culture française et européenne? Mais écoutez, moi je suis un produit de la culture française, une européenne, Madame l'a dit tout à l'heure, d'origine bulgare, et sans la culture française, je n'aurais jamais eu accès à ce que je suis aujourd'hui. Je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un désir de culture française et européenne un peu partout dans le monde, que ce soit en Amérique latine ou en Chine. Et quant aux États-Unis, je suis une adoptée américaine et je me sens très bien dans des universités américaines qui aiment bien notre manière de penser. Donc c'est vrai qu'il y a déjà quelque temps, j'avais écrit un article Eurofolie, Europhobie. Il y a un désir d'Europe, mais il y a aussi un rejet de l'Europe, une jalousie dans certains cercles qui sont politiquement corrects. Il y a aussi une droite américaine qui n'aime pas forcément notre manière de poser des questions, de ne pas se soumettre à des autorités, d'interroger ce qu'on croit être des dogmes et d'écrire de manière qui n'est pas forcément de consommation grand public, mais qui s'adresse à des singularités. Notre notion de liberté n'est pas communautariste. Il y a beaucoup de divergences et nous devons être fiers de cela, essayer de le faire entendre. Ceci n'est pas tellement difficile. Moi, je suis, je disais, adoptée américaine. J'ai fait un discours récemment sur l'humanisme européen et William Forsythe était aux côtés de moi. Il a demandé à tous les jeunes et moins jeunes artistes d'illustrer l'humanisme européen. Donc il y a des passerelles entre ces deux civilisations qui échappent à ce bashing. Je dois aller la semaine prochaine au Texas où ils font un Kristeva Circle avec 45 personnes qui parlent de notre façon de penser. Donc c'est quand même assez limité, mais très soutenu par certains lobbies. Oui. Pour conclure, Luc Dardenne et Frédéric Martel, très rapidement tous les deux, définitivement, ce rempart doit exister plus que jamais, cet esprit, ces valeurs culturelles européennes. Ce n'est pas vraiment un rempart, c'est une demande d'échange. On ne veut pas créer un rempart contre la crise identitaire. Contre les Américains. Simplement, on a certaines valeurs, on a une certaine manière de voir l'art.
et de le mêler à notre histoire spirituelle. Et voilà, on propose, mais je pense qu'il ne faut pas en faire un rempart, parce qu'il y a beaucoup d'Américains au niveau du cinéma, c'est le milieu que je connais un peu, qui partagent ces mêmes valeurs et qui veulent faire des films aussi qui sortent un peu du schéma stéréotypé de l'industrie. On a vérifié pour Netflix. Alors, selon le site franceinfo.fr, les films sont disponibles 4 mois après. Non, alors, écoutez, alors, vous allez parler à vos camarades journalistes de franceinfo.fr. Sinon, vous n'avez aucun acteur américain, les studios qui laisseraient faire. Alors, écoutez, non, c'est toujours systématiquement Frédéric de 3 ans Martel, après. vous devez faire une communication à la presse française qui a mal compris le problème. C'est très important que disait Vincent Giré. C'était, il citait Roosevelt, il citait la WPA, au fond le New Deal et comment on avait créé des grands projets culturels aux États-Unis. Au fond, l'agenda qui s'ouvre, c'est une nouvelle commission européenne qui va arriver cet été, cet automne, avec un nouveau Parlement. Il faut construire un agenda culturel donner une pour cette impulsion communauté. similaire. Voilà le mot de la l'objectif. fin. Merci mes amis, merci à tous les trois. 28 minutes est terminé, sauf sur le web, vous pouvez revoir l'émission quand vous le souhaitez sur Arte TV/28 minutes. Ce soir sur l'antenne, une théma présentée par Émilie Aubry sur le marché de la faim. 3 documentaires pour alimenter la réflexion autour d'une question de base, comment nourrir 9 milliards d'individus en 2050. À demain, 20h05. Bis morgen, tchuss.